de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes. Je remercie le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba, pour sa détermination à faire des droits de l'homme son cheval de bataille. Je remercie Monsieur le Président de ce tribunal ainsi que les honorables assesseurs pour leur sagesse, leur sérénité et leur sens de responsabilité. Vous avez su imposer une dynamique consistant à respecter et à faire respecter le principe du contradictoire au cours de ce procès. Vous avez donné la parole à toutes les parties de façon égale, Monsieur le Président. Soyez-en remerciés. Permettez-moi également de féliciter Monsieur le procureur de la République et de tous les vaillants substituts de ce substitut, à commencer par la dame qui n'est plus là et les autres, et tous les hommes, pour leur dextérité, leur compétence, dans le calme et le respect des droits de l'homme, surtout les droits de la défense, le respect de la présomption d'innocence, malgré la gravité des infractions reprochées aux accusés présents. Je remercie le chef du greffe et son collège pour leur assiduité, le sérieux dans le travail. Il faut féliciter fort les excellents confrères de tous les bords pour le respect de la confraternité, l'assiduité, le travail bien accompli. Ils ont véritablement mouillé la robe pour la manifestation de la vérité. Soyez-en remerciés. Je n'oublie pas la partie civile qui a attendu 13 ans pour voir ce procès se tenir. Votre courage et votre patience permettront d'aboutir à un bon résultat, je vous le promets. Je n'oublie pas les accusés qui sont tous des Guinéens et qui vont bientôt être fixés sur leur sort. Je salue la présence et la prestation de la presse nationale et internationale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce procès. Je n'oublie pas également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les formations reçues dans le cadre du renforcement des capacités des avocats pour la bonne gestion de cette affaire. Je remercie enfin les organisateurs de ce procès. Je vais nommer le comité de pilotage, le personnel d'appui, l'administration pénitentiaire, les services de sécurité, ainsi que les médecins dépêchés pour ce procès. Monsieur le Président, ce procès du siècle est le deuxième du genre en République de Guinée. Le premier était le procès des événements du 19 juillet 2011. Vous vous souviendrez qui opposait un président de la République en exercice à certains éléments de l'armée qui semblaient être gênants et certains civils de l'opposition qu'il fallait éliminer de l'échiquier politique guinéen. Dans ce procès, la défense avait démontré, Monsieur le Président, qu'il s'agissait d'une simulation d'attaque du domicile du chef de l'État, organisée et coordonnée par l'armée, la police, la gendarmerie, sous la complicité du chef de l'État. Malgré tout, Monsieur le Président, en vertu de l'adage selon lequel le chef a toujours raison, une décision de condamnation avait été prononcée par la Cour qui, heureusement, a fini par être cassée et annulée par la plus haute juridiction qui est la Cour suprême de Guinée. Le second procès du siècle, Monsieur le Président,
est celui qui se déroule actuellement devant ce beau palais de justice, opposant une population civile à un ancien chef d'État, d'anciens ministres, des officiers et des sous-officiers de l'armée pour les crimes et délits commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom et les jours qui ont suivi, dans les quartiers de Hamdallah, Bambeto, Koza, Koloma et Wanidara. Ces deux procès se ressemblent, Monsieur le Président, mais avec de légères différences. Dans le premier, c'est un président en exercice qui était plaignant. Il bénéficiait du soutien du gouvernement, de l'armée et influençait la justice. Il a fallu la réaction de la Cour suprême et au bon moment, Monsieur le Président, pour redorer le blason à la justice guinéenne. Qu'elle soit remerciée de passage. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, c'est un ancien chef d'État, ses anciens ministres et les responsables militaires qui sont poursuivis par leur propre population. Il a fallu 13 ans d'attente, de larmes et de désespoir pour que les victimes, après plusieurs plaidoyers sur le plan national et international, voient ce dossier sur la table d'une juridiction de jugement. Tous les Guinéens ont constaté, ont remarqué le combat de la présidente de l'AVIPA, le combat de l'OZDH, le combat de toutes les organisations de défense des droits humains en République de Guinée, le combat de la FIDH, le combat des Nations Unies et de l'Union européenne pour que ce procès se tienne, Monsieur le Président. Heureusement, grâce à ce vaillant président, le général Mamadi Doumbouya, son gouvernement, et plus particulièrement son ancien ministre, je veux nommer M. Alphonse Charles Wright, ce procès se tient encore, Monsieur le Président, qu'il soit remercié. J'ai prié Dieu que les victimes qui ont tant attendu trouvent justice dans ce procès et une indemnisation conséquente, acceptable pour tous, pour que plus jamais ça dans notre pays. Monsieur le Président, mon intervention s'articulera autour de 3 points fondamentaux: les faits, les infractions et les intérêts civils. S'agissant des faits, comme il a été dit ici, chacun a son 28 septembre, Monsieur le Président. Mon distingué et excellent confrère a fait une très belle plaidoirie. Moi aussi, je viens le succéder et je vais présenter les faits concernant les événements du 28 septembre. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'au lendemain du décès de feu général Lansana Conté, chef d'État paix à son âme, un groupe de militaires, dont à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara, ont perpétré un coup d'État empêchant le président de l'Assemblée nationale de prendre les rênes pour vacances de pouvoir, comme l'avait prévu la Constitution à l'époque, Monsieur le Président. Cette junte au pouvoir, à travers son chef, le capitaine Moussa Dadis Camara, s'était engagé à conduire une transition au bout de 6 mois et d'organiser des élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Prenant goût petit à petit des honneurs et du bonheur du pouvoir, le chef de la junte a voulu ôter sa tenue
pour se préparer à l'élection présidentielle qu'il devait organiser sans perdre. Pour y parvenir, cette volonté a été affichée et matérialisée par certains slogans venant de certains mouvements pro-dadistes, mais également par des propos prononcés par lui-même lors des sorties publiques. À titre d'exemple, la manifestation organisée au stade du 28 septembre par le mouvement Dadis doit rester, DDR. Au cours de cette manifestation, le président Moussa Dadis avait été invité par la jeunesse et avait promis de donner sa réponse. Une seconde manifestation a été organisée au Palais du Peuple, où les membres du CNDD, les élus locaux de l'ensemble des communes du pays étaient invités. Ce jour, les représentants de ces élus locaux s'étaient favorablement prononcés en faveur de la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, lequel s'est montré très enthousiaste. Son discours à la place des martyrs, où il déclarait, citation, « Aucun Guinéen n'a de droits plus que moi. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. » Voici l'huile qu'il a versée sur le feu et qui a fait déborder la flamme. Considérant ces propos du chef de la junte comme une volonté à tout prix de confisquer le pouvoir, les forces vives se sont concertées et ont décidé d'organiser une manifestation à l'esplanade du stade du 28 septembre, à la date anniversaire, pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara et non à la dictature. Suite à la demande introduite par les organisateurs de la manifestation auprès de la commune de Dixin, territorialement et matériellement compétente, un refus catégorique leur a été opposé par les autorités à travers les communiqués des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui du travail et de la fonction publique et de celui de la jeunesse et du sport. L'un interdisant toute manifestation de rue, l'autre déclarant cette journée pour une première, fériée, chômée et payée. Alors que lorsque vous regardez le calendrier, sur les fêtes nationales, vous vous rendrez compte que le 28 septembre n'a jamais été déclaré fête nationale. C'était une première. Et l'autre déclarant que le stade était fermé pour des raisons de rénovation. Voici les arguments qu'ils ont présentés pour refuser catégoriquement la tenue de cette manifestation. Bref, Monsieur le Président, tout a été mis en œuvre pour empêcher la tenue de la manifestation. Toutefois, voyant la tension monter et pour éviter le pire, les religieux se sont portés volontaires pour assurer une médiation entre le chef de la junte et les forces vives. Ils ont rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara. Je veux parler du premier imam de la mosquée Faisal, Feu El Hadj Ibrahim Abba, et du premier responsable de la cathédrale, disons de la religion chrétienne, Monseigneur Albert René Gomez. Donc, ils ont rencontré, Monsieur le Président, le chef de la junte et les forces vives. Ils ont rencontré toutes les parties belligérantes pour tenter une médiation afin de les rapprocher pour que cette manifestation se tienne pacifiquement et pour qu'il n'y ait pas répression, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le capitaine Dadis Camara, le chef de la junte, a manifestement
opposé son refus, Monsieur le Président. Et cela a été fait dans le but de concrétiser sa volonté de confisquer le pouvoir. Et pour y parvenir, il a organisé une campagne à l'intérieur du pays pour solliciter l'adhésion de la population à sa candidature à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'il a commencé par une grandiose manifestation au stade Saïfoulaye Diallo de l'Abbé, le 26 septembre 2009, au cours de laquelle il y avait un parterre de ministres, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, d'élus locaux, des religieux, d'officiers, des sous-officiers de l'armée, y compris les mouvements de soutien, Monsieur le Président. À son retour de l'Abbé, il a systématiquement refusé de recevoir la délégation des religieux qui était venue pour une négociation finale afin de parvenir à une sortie de crise. C'est ainsi que la manifestation a été organisée le 28 septembre 2009 sous une vive tension au stade du même nom. Une fois à l'intérieur du stade, après toutes les tractations avec les hommes du colonel Moussa Kieboro Kamara et ceux du colonel Bafoué, pendant que les opposants de la junte disaient non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara, non à la dictature, le capitaine a déployé les éléments de la garde présidentielle, tous puissamment armés, de kalachnikovs et de pistolets mitrailleurs. Ils ont investi le stade, s'ajoutant ainsi à ceux qui étaient en place, c'est-à-dire les éléments de la gendarmerie de l'antidrogue, les escadrons de gendarmerie, les policiers de la CMIS, ainsi que des jeunes mercenaires habillés en maillot de Chelsea, porteurs d'armes blanches. Ces différents corps ont été appuyés par des milliers de recrues du centre de formation de Kalea, ayant suivi une formation rapide de commando, rompus au maniement des armes et qui étaient infiltrés parmi les manifestants. À l'arrivée des bérets rouges, des gaz lacrymogènes furent tirés par la police et la gendarmerie afin de paniquer les manifestants en vue de les disperser à l'intérieur du stade. Pendant que les uns priaient, les autres chantaient et dansaient, les bérets rouges, gendarmes et policiers de la CMIS ont fait irruption dans la pelouse, tirant à bout portant sur les manifestants. Après épuisement de leurs munitions, ils ont commencé à poignarder les manifestants à l'aide de crosses pliantes. D'autres ont été systématiquement assommés. Les recrues de Kalea infiltrés parmi les manifestants et les éléments habillés en maillot de Chelsea qui étaient à la quête du recrutement ont immédiatement sorti leurs armes blanches pour poignarder des milliers de manifestants et égorger d'autres. Parmi ces armes blanches, il y avait des couteaux, des machettes, des morceaux de bois avec des pointes et des matraques, Monsieur le Président. Étant sur un terrain fertile et avec la bénédiction des plus hautes autorités du pays, ils ont ouvert le feu, poignardé, égorgé, frappé les manifestants jusqu'à obtenir un bilan satisfaisant des victimes pour le CNDD, son chef et la hiérarchie militaire. 1480 blessés, 91 fracturés avec les coups de crosse, plus de 100 femmes violées sur place. D'après le décompte que j'ai fait, Monsieur le Président, à travers les procès-verbaux d'audition des parties civiles,
et les rapports présentés par les deux commissions d'enquête, j'ai fait un décompte de 2652 morts, plus une pick-up pleine de corps, comme je ne peux pas décompter le nombre de corps qui pouvaient remplir la pick-up. 21 disparus répertoriés par la Commission nationale d'enquête indépendante. Il suffit de voir leur rapport. Malgré ces bilans macabres, les atrocités ont continué les jours et nuits qui ont suivi au camp Alpha Diallo, au camp Koundara, à la CMS de Kamayen, contre les hommes et femmes transférés par les ravisseurs. Ils subissaient nuit et jour des actes de torture et de viols collectifs. D'autres femmes ont été séquestrées dans des villas privées durant plusieurs jours par des militaires pour subir des viols collectifs et d'esclavage sexuel. Dans la même journée, des domiciles privés des leaders politiques et d'autres citoyens, des boutiques, des magasins, des conteneurs ont été vandalisés par des bérets rouges. Plusieurs blessés et corps ont été retirés de force par les bérets rouges dans les hôpitaux et morgues pour des destinations inconnues. D'autres blessés étaient recherchés dans les quartiers par les mêmes bérets rouges, obligeant beaucoup de blessés à fuir les hôpitaux pour se rendre dans leurs villages respectifs. Beaucoup de blessés, Monsieur le Président, ont fui les hôpitaux et ont été obligés de se rendre dans leurs villages respectifs pour suivre des soins à l'indigénat, Monsieur le Président, par peur d'être découverts, identifiés par ces criminels pervers. Monsieur le Président, les images du massacre perpétré au stade ont créé un choc épouvantable, provoquant une interpellation de la communauté nationale et internationale, exprimant une indignation face aux crimes odieux et crapuleux perpétrés le 28 septembre et les jours qui ont suivi. C'est d'ailleurs à cause de ces images, Monsieur le Président, que les deux commissions d'enquête ont été créées sous la pression de la communauté internationale et plus précisément du secrétaire général des Nations Unies. Suite au rapport présenté par les deux commissions d'enquête, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a saisi un pool de juges d'instruction pour l'ouverture d'une information. À l'issue de cette information qui s'est déroulée avec toutes les difficultés et durant 8 ans, 11 personnes ont été renvoyées devant ce tribunal criminel pour les infractions d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, etc. En 2017, Monsieur le Président, alors que l'information était définitivement clôturée, le manque de volonté politique des autorités d'alors a caractérisé la lenteur dans l'organisation de ce procès, ce malgré les différentes visites et recommandations du parquet du procureur de la Cour pénale internationale. Il a fallu l'engagement ferme des autorités actuelles pour voir enfin ce procès se tenir. Qu'elle en soit toujours remerciée. Tels sont les faits, Monsieur le Président, dans leur véritable contexte. Et c'est ce qui me conduit à l'examen des infractions reprochées aux différents accusés qui sont devant la barre ici. Je commence par les crimes commis dans les quartiers et aux alentours du stade dans la matinée du 28 septembre 2009. Premièrement, au carrefour Bellevue, il y a eu l'assassinat de 2 personnes.
Tout ce que je suis en train de dire ici, Monsieur le Président, ne vient pas de moi, mais ça provient des déclarations des partis civils, des témoins et même des accusés présents ici, Monsieur le Président. Je tire tout de leur PV et des déclarations faites à la barre ici. Ce n'est pas Maître Diallo qui le dit, Monsieur le Président. Au carrefour Bellevue, la patrouille de la gendarmerie antidrogue, commandée par le colonel Moussa Tchebourou Kamara, avait entre 8h30 et 9h immobilisé un minibus qui avait à son bord plusieurs passagers en partance vers le stade du 28 septembre. Après les avoir débarqués de force, les gendarmes ont ouvert le feu, tuant 2 personnes à bout portant. 2. Sur la terrasse du stade du 28 septembre, assassinat de 3 personnes. Une seconde patrouille de la gendarmerie antidrogue, en présence de son commandant, le colonel Moussa Tchebourou Kamara, ministre à l'époque, a tiré à bout portant sur 2 personnes qui sont mortes sur le champ. Au même endroit et dans les mêmes circonstances, le colonel Moussa Tchebourou Kamara a tiré à bout portant sur un vieux qui tentait de le contester en faisant usage de son revolver. La victime a rendu l'âme sur place. Ça, c'est un constat que nous avons fait, que le colonel Moussa Tchebourou Kamara n'aime pas être contesté. C'est un roi, il n'aime pas être contesté. 3. Sur la route de Donka, assassinat d'une personne, arrestation, détention et torture. Dans la matinée, Monsieur le Président, un jeune a été tué par balle par un policier à 300 mètres du stade. Durant toute la journée de ce 28 septembre, des jeunes ont été arrêtés en divers endroits de la capitale pour être détenus et torturés dans les différents camps, à savoir le camp Alfaya, le camp Koundara et la CMIS de la Kamayenne. Ceux qui tentaient de sortir du stade du côté de la Sigmadina étaient immédiatement abattus. 4e, au marché de Bellevue, assassinat de 2 personnes. Entre 10h et 11h, 2 personnes ont été tuées par balle par des bérets rouges qui étaient de passage dans une pick-up. L'une des victimes s'appelait Mamadou Ba, étudiant âgé de 20 ans qui était à la devanture de l'atelier de couture de son père. Son père et sa famille peuvent se remémorer. 5e, assassinat à Koloma de Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien sous couvert de son maître Mamadou Chérif Bari, par des gendarmes, alors que ce dernier était allé chercher le repas pour son maître et ses collègues mécaniciens. Il a reçu 8 balles dans son corps, Monsieur le Président. Maître Chérif est venu à la barre ici témoigner. Au niveau de l'Oasis, assassinat d'une personne. Les gendarmes de l'antidrogue du colonel Moussa Tchebourou Kamara ont tiré à bout portant 3 balles dans le ventre d'un manifestant et une autre dans la poitrine. En plus de ces balles, il a reçu des coups de couteau dans son ventre. Suite à une intervention chirurgicale, 3 mois après, il a rendu l'âme. Avant l'ouverture du portail, invite a été faite par le colonel Moussa Tchebourou Kamara avec un ton ferme à plusieurs reprises aux manifestants de rentrer chez eux. Face au refus systématique des manifestants, il les a menacés en ces termes. Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Préméditation. Après l'ouverture du portail, de l'esplanade du stade, le colonel Moussa Tchebourou Kamara a progressé vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a eu une chaude discussion avec les leaders politiques qu'il a tenté de dissuader pour ne pas tenir le meeting prévu. Suite à leur mésentente,
Et vu l'arrivée massive d'une marée humaine, des jeunes manifestants vers eux, le colonel Moussa Tchebro Camara a décidé de reculer avec ses hommes vers la corniche pour mieux se positionner. C'est le meilleur stratège. Il est sorti de l'EMIA, Monsieur le Président. Quand un soldat recule, ce n'est pas une façon de fuir, mais c'est pour mieux se positionner. C'est ainsi que les leaders politiques ont pu rallier l'intérieur du stade où régnait une atmosphère d'ambiance. Certains chantaient et dansaient, d'autres priaient et d'autres défilaient avec le slogan « Abba Dadis », non à la candidature de Dadis, non à la dictature, vive la liberté. C'était le slogan, Monsieur le Président. Crimes et délits commis à l'intérieur du stade. Dès l'arrivée de feu Jean-Marie Doré, président de l'UPG, paix à son âme, de coups de feu ont retenti à l'extérieur du stade d'abord. Les gens ne croyant pas que c'était vrai, ils disaient en Soussou « Aoulé, Aoulé », alors que les tireurs progressaient vers eux. C'est ainsi que la police a tiré des gaz lacrymogènes à l'intérieur du stade, ce qui provoqua une panique générale sur les manifestants. Au moment où les gens cherchaient à sortir, les bérets rouges, les gendarmes, les policiers de la CMIS ont fait irruption dans la pelouse et ont tiré à l'horizontale, Monsieur le Président, et dans tous les sens. Certains tirs étaient orientés à ceux qui étaient à la pelouse, d'autres à ceux qui étaient à la tribune, d'autres tirs ont été orientés vers ceux qui étaient dans les gradins, Monsieur le Président. Au même moment, les recrues de Kaléa, qui étaient infiltrés parmi les manifestants, sortaient leurs couteaux et machettes pour poignarder et découper les manifestants. Ceux qui tentaient d'aller vers le portail et les autres issus du stade étaient la proie des bérets rouges et les mercenaires habillés en maillot de Chelsea. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont mercenaires? Parce qu'il fallait verser du sang pour être recruté dans l'armée. C'était le prix à payer. C'était des civils auxquels on avait promis le recrutement, mais à condition d'aller verser du sang, massacrer leurs compatriotes. Ils étaient frappés par coups de crosse, de gourdins, poignardés à l'aide de couteaux, blessés par des bois munis de pointes, Monsieur le Président, comme si c'était des animaux sauvages. Au même moment, certaines femmes étaient violées dans la salle de boxe par des bérets rouges et des gendarmes, mais également par des policiers dans les locaux du commissariat de police du stade, Monsieur le Président. D'autres femmes sont violées publiquement à l'aide de canons de fusils, de morceaux de bois et avec les doigts. Le professeur médecin est venu à la barre ici témoigner avoir retrouvé, après avoir examiné certaines femmes violées, des morceaux de bois dans leur partie génitale, Monsieur le Président. Mais quelle perversité! D'autres femmes étaient publiquement déshabillées à nu et frappées à sang. Les images qui ont été projetées par France 24 et TV5 l'ont démontré publiquement. Des dizaines de personnes ont été étouffées et piétinées dans la débandade à la recherche d'une issue de secours. Plusieurs hommes et femmes ont été enlevés du stade pour être amenés de force dans des résidences privées et dans plusieurs camps pour être torturés, violés et réduits en esclavage sexuel. Les leaders politiques, après avoir été copieusement bastonnés et blessés, furent amenés de force à la clinique Pasteur
en passant par la clinique Ambroise Paré, l'infirmerie du camp Almami Samori Touré et l'état-major de la gendarmerie nationale, Monsieur le Président, les infirmes conduits par le colonel Moussa Keboro Kamara et les autres par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. À partir de 14 h, les bérets rouges ont commencé à piller les domiciles privés des leaders politiques, des citoyens de Hamdallah, Bambeto, Koza, Koloma, jusqu'à Wanidara. Leurs domiciles ont été pillés. Leurs boutiques, leurs magasins, leurs conteneurs ont été vandalisés, Monsieur le Président, par des bérets rouges. Une interdiction formelle des parents des victimes a été donnée pour accéder à l'intérieur du stade afin de rechercher les leurs. Ils tuent et ils empêchent les parents de venir rechercher les leurs. Impossible. Dans l'après-midi, des ambulances de l'hôpital de Donka, d'Ignasdine, de la Croix-Rouge nationale et internationale, des camions militaires et des camions Ben appartenant à la société KPC ont été remplis de corps et de blessés en direction pour les ambulances des hôpitaux et des morgues d'Ignasdine et de Donka, pour les camions en direction du camp Alfaya et du camp Almami Samori Touré. Le procureur de la République, près le TPI de Dixine à l'époque, et le procureur général près la cour d'appel à l'époque, se sont montrés inefficaces pour ordonner le déplacement des corps de la scène du crime jusqu'au niveau des morgues, dans le cadre du respect des règles de l'art. La scène du crime, ce n'est pas un lieu de théâtre, ce n'est pas un lieu où des militaires doivent séjourner, doivent ramasser les corps. Ça, ce n'est pas la mission des militaires. Mais comme ce sont eux qui ont été ordonnés de venir tuer, c'est eux qui ont tué, ce sont eux qui ramassent et ils envoient encore dans leur camp. Alors que le ramassage de corps devrait être recommandé par Monsieur le procureur de la République près le TPI de Dixine. Et c'est des médecins qui devraient ramasser ce corps. Une autopsie devrait être organisée. Rien n'a été fait, Monsieur le Président. Selon le médecin légiste, 43 corps sont arrivés aux environs de 23 h et répartis entre les deux morgues. Selon certaines victimes, des corps ont été retirés dans les morgues pour être enterrés dans les fosses communes, les nuits du 28 au 29 septembre 2009. Dans l'après-midi du 29 septembre, des bérets rouges avaient fait irruption dans l'hôpital de Donka, où ils ont pillé la pharmacie du dit hôpital, extirpé de force certains patients pour les amener à des endroits inconnus, pour les empêcher de bénéficier des premiers soins et les soumettre à des séances de torture. Ces patients enlevés et déportés ne sont plus revenus à l'hôpital, encore moins à leur domicile. Le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital de Donka, où il a donné l'ordre aux médecins de ne pas soigner les victimes du 28 septembre, tout en donnant des coups de pied à des patients. Voir le procès verbal d'audition de partie civile du 16 avril 2012 de Mme Yaefa Toubari. Pour échapper au bourreau, certains blessés ont réussi à fuir et d'autres ont été cachés par le personnel médical. C'est le lieu de les rendre hommage. Beaucoup de médecins se sont battus, Monsieur le Président, sans oublier les infirmiers et les infirmières. Je veux parler de Dr So, qui est à Dixine, Dr Kaba, qui était à Donka, Professeur Biro,
Dr Diallo et plusieurs autres, Monsieur le Président. Je les rends hommage ici. Sans oublier le centre médical mère et enfant. Le professeur qui était là-bas avec tout son collège médical, ils se sont battus corps et âme pour soigner les victimes de ce massacre du 28 septembre. Monsieur le Président, la prise d'assaut des hôpitaux de Donka et d'Ignasdine par les bérets rouges a continué à s'accroître jusqu'au 2 octobre 2009, lorsque certains corps ont été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal. Pendant ces jours, des patrouilles conduites par les colonels Moussa Keburo Kamara et Claude Pivi ont abouti à des tirs occasionnels dans les quartiers, entraînant des morts par balle. Au total, un bilan officiel, je dis bien officiel, de 157 corps tués par balle a été présenté, dont une vingtaine de corps ont été récupérés et rendus aux parents des victimes. 43 corps identifiés au stade et dans les morgues n'ont pu être retrouvés et 157 autres corps identifiés et vus au stade dont le sort reste encore inconnu. Les armes utilisées pour perpétrer ces massacres étaient des pistolets mitrailleurs, des AK-47, des revolvers, des poignards, des baïonnettes, des couteaux, des poignards, des boirons munis de pointes, y compris des lance-pierres qu'on utilise pour les oiseaux ou contre les oiseaux. Les rescapés de ces massacres portent encore des cicatrices sur les parties virales. D'autres portent toujours des balles dans leur corps par manque de frais d'intervention. Monsieur le Président, il y a des victimes qui ont comparu devant vous ici et qui vous ont dit clairement qu'elles portent encore des balles et qu'elles souhaitent subir des interventions pour extraire ces balles. Imaginez-vous, depuis 2009 jusqu'à présent, ces balles se trouvent dans leur corps. Mais c'est le cancer. Mais c'est la mort qui doit suivre. Les disparus déclarés et identifiés à la Commission nationale d'enquête indépendante étaient au nombre de 17. Il s'agit, entre autres, de M. Harouna Diallo, né en 1989 à Mamou, commerçant, célibataire sans enfant. Lui, il a disparu totalement. Les enfants qu'il devrait faire, les petits-enfants qu'il devrait avoir, toutes ces générations ont été supprimées par ces criminels. Mamadou Sow, commerçant marié à 2 enfants et père de 8 enfants. Il a eu 2 veuves, il a laissé 2 veuves et 8 orphelins, Monsieur le Président, qui sont sans soutien. Monsieur Lao Diallo, marié et père de 8 enfants. Monsieur Boubacar Bari, né en 84 à Dalaba, tailleur, célibataire sans enfant, disparu totalement. 5. Tcherno Abdoulaye Diallo, né en 89 au Libéria, commerçant, célibataire sans enfant. 6. Monsieur Mamadou Ba, né en 90 à Conakry, tailleur, célibataire sans enfant. 7. Amadou Djoul de Bari, né en 90 à Dalaba, élève, célibataire sans enfant. 8. Tcherno Abdoulaye Diallo, né en 90 à Dalaba, célibataire sans enfant. 9. Mamadou Ali Ousso, né en 66 à Dabola, commerçant, marié et père d'un enfant. 10. Mamadou Ali Ouba, né en 1960 à Tangali, taulier peintre, marié à 2 femmes et père de 10 enfants. 11. Mamadou Mikaïlou Diallo, mécanicien, marié et père d'un enfant. 12. Alpha Oumar Diallo, né en 1975, homme d'affaires qui résidait à l'étranger, marié, sans enfant. Lui, il était venu ici pour voir ses parents. Il a profité pour sortir, assister à cette manifestation pacifique, et puis il a été massacré. 13.
Mamadou Hasmiou Ba, né en 1984 à Dakar, célibataire sans enfant. 14. Amadou Korkaba, né en 1984 à Dongoltou, Madame Pita, boucher, marié et père de 2 enfants. 15. Kemo Keita, né en 1992 à Conakry, plombier, célibataire sans enfant. 16. Mamadou Samba Bari, né en 1954 à Bantingel, Milikansa, dans Pita, marié à 2 femmes et père de 13 enfants. 17. Elaz, et enfin 17, Elaz Hassan Ba, né en 1972 à Pita, marié sans enfant. Ces 17 personnes ont disparu totalement, n'ont pas été vues ni parmi les corps, ni parmi les blessés, et ne sont plus revenus, Monsieur le Président, honorable assesseur. Les crimes commis au camp Koundara, le même jour, après qu'ils aient fini de commettre les atrocités au stade, des camions et des pick-up remplis de manifestants arrêtés à la sortie du stade ont été déportés au camp Koundara, commandé par le lieutenant Begré. Je ne dirai pas paix à son âme, appartenant à l'unité des fanfaristes. Ces personnes déportées ont subi durant plus d'une semaine toutes les formes de torture inhumaines de la part des bérets rouges au nombre de 19, voire le procès verbal d'interrogatoire de sergent Paul Mansaguilavogui sur ordre du commandant Begré. Selon certaines victimes qui ont eu le courage de venir s'expliquer, le sergent Paul les injuriait et leur soumettait à la position sardine, une façon de se superposer un à un jusqu'en haut. Et tant pis pour le dernier, c'est lui qui va recevoir tous les matraques. C'est pourquoi dès qu'il dit sardine, tout le monde se précipite, chacun veut être soit en bas ou bien au milieu, mais en tout cas pas le dernier. Donc il se bouscule même pour se superposer. Les victimes recevaient chaque jour 50 coups sur les fesses, rampaient sur le goudron chaud, regardaient le chaud soleil, aboyaient de force, faisaient les éloges du capitaine Moussa Dadis et étaient arrosés de l'eau fraîche sur les plaies. Le seul gendarme qui avait tenté de libérer une de ses connaissances a été copieusement torturé. Parmi ces victimes, on peut citer les nommés Mamadou Samba Bari, Tcherno Mamadou Aliou Diallo, Amadou Korkaba, Mamadou Lamine Sall, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux. Parmi ces victimes, certaines ont réussi de sortir après paiement d'une rançon. Celles qui n'ont pas eu le soutien au dehors ont été exterminées purement et simplement pour être ensevelies à l'intérieur du même camp. Je vais passer à présent sur les responsabilités. Je commence, Monsieur le Président, par la responsabilité de l'État guinéen pour violation des droits humains. L'État guinéen est le garant de la sécurité, de la cohésion nationale, de la stabilité et de la paix. Il doit promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés publiques en refusant de protéger la vie de sa population face aux violences exercées par les éléments de l'armée. Il s'est rendu coupable des violations des droits de l'homme, notamment les dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 de la Charte de la transition, que je vais vous faire lecture très rapidement. L'article 8 stipule que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Donc les libertés publiques sont reconnues. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Aucune situation d'exception. Donc ce n'est pas une manifestation qui peut pousser l'armée à violer les droits de l'homme, qui peut empêcher l'État de protéger sa population. L'article 10 suivant stipule que la personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Et c'est pourquoi Dieu même a dit dans son noble Coran, Walagad Karramna Bani Adam. Nous avons élevé le fils d'Adam au-dessus de tout, au-dessus des cieux, au-dessus de la terre, au-dessus du paradis, au-dessus de l'enfer. Il suffit de regarder notre forme physique. Il suffit de voir notre intelligence. Il suffit de voir l'œuvre humaine. L'homme réfléchi, l'homme pensant, pour nous distinguer des autres. Monsieur le Président, la personne humaine est sacrée. Nul ne doit violer son intégrité physique et morale. L'article 11 ajoute, nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains. Effectivement, Monsieur le Président, toutes les conventions internationales, tous les instruments juridiques internationaux se sont élevés contre la torture, les traitements inhumains et dégradants contre l'homme. L'article 12, alinéa 2, enfin stipule que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Les arrestations et détentions arbitraires, donc qui ne soient pas commandées par la justice, sont interdites par la loi. Et aucun accusé ici, je le mets au défi, ne vous dira que c'est la justice qui les a ordonnés d'aller au stade, massacrer la population ou arrêter certains manifestants pour aller les détenir dans leur camp. Aucun accusé ne pourra vous dire ça ici. Aucun accusé ne pourra rapporter la preuve. D'ailleurs, ça c'est impossible, c'est impensable. Je continue. L'État guinéen devrait prendre des mesures nécessaires pour la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés fondamentales. C'est son devoir, c'est son obligation. L'État guinéen devrait protéger les libertés fondamentales en restant indifférent face aux violences exercées contre les populations civiles au stade du 28 septembre et dans les autres quartiers de la banlieue de Conakry. L'État guinéen est responsable des crimes et délits pour violation des droits de l'homme commis par ses agents militaires, gendarmes, policiers, ainsi que les miliciens qui ont coopéré avec les corps habillés pour perpétrer ces massacres. Ces crimes commis le 28 septembre 2009 sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Et je vais aborder la question. Crimes contre l'humanité. C'est notre législation même, en dehors du statut de Rome, qui parle des crimes contre l'humanité. Et c'est l'article 184 de notre code pénal qui dispose que constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque.
Le législateur dit l'un quelconque. Donc, il suffit qu'il y ait un seul acte qui soit commis pour qu'on parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. 1. Le meurtre. 2. L'extermination. 3. Réduction en esclavage. 4. Déportation ou transfert forcé de population. 5. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. 6. Torture. 7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. 8. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article, tout crime de guerre ou de génocide. 9. Génocide forcé de personnes. 10. Crime d'apartheid. 11. Autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Je vais vous parler des éléments constitutifs de cette infraction, les crimes contre l'humanité, en faisant une décomposition de cet article pour faciliter la compréhension. L'article dit constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes. Si après, commençons par le meurtre. Le meurtre qui est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui. Est-ce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, les militaires, particulièrement les bérets rouges, parce que je ne vais pas accuser tous les militaires, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers de la CMIS, les recrues qui ont été incorporés dans l'armée et ces mercenaires qui étaient à la quête d'intégration dans l'armée et qui devaient payer ça par le versement du sang. Est-ce que le fait pour eux de venir au stade avec armes et munitions, de tirer sur la foule, ne constitue pas un meurtre? Est-ce que cette mort qui a été donnée n'était pas volontaire, Monsieur le Président? Qui était derrière eux? Qui était derrière eux avec armes pour leur dire, pour les menacer, si vous ne tirez pas, je tire sur vous? Il n'y avait aucune contrainte. Les crimes qu'ils ont commis, ils les ont commis volontairement, Monsieur le Président. Extermination, c'est le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie à une population, en lui privant de la nourriture, de médicaments, de l'eau et même de l'air, au point de détruire cette partie de la population. Monsieur le Président, ceux qui étaient détenus dans les locaux de l'antidrogue au camp Alpha Diallo et ceux qui étaient détenus au camp Koundara n'ont-ils pas été privés de nourriture, d'eau, de médicaments, voire même de l'air, Monsieur le Président? Maître Thierno Souleymane Baldé, avocat, et le défenseur des droits de l'homme, qui ont été enfermés dans un conteneur sans persière, ils ont été privés de l'air.
Mais c'était pour les tuer, Monsieur le Président. Il y a extermination dans cette affaire. Réduction en esclavage, c'est le fait d'exercer sur une personne un droit de propriété. C'est notamment la traite des personnes exercée sur les femmes et les enfants. Nous connaissons ce que c'est que le droit de propriété et toutes ses caractéristiques. L'usus, l'abusus, le fructus. Oui, ils ont usé des victimes. Ils les ont frappés. Ils les ont poignardés. Ils ont tiré sur eux. Des femmes ont été violées, violentées. Ils ont abusé d'eux. Parfois, c'est à tour de rôle que le viol se faisait, Monsieur le Président. Donc, ils ont abusé d'eux. Le fructus, c'était quoi? Le paiement de la rançon, Monsieur le Président. Pour qu'on vous libère, vous devez payer tant de francs. Mon confrère a brillamment développé ça. Donc les gens ont été réduits à l'esclavage. On les a malmenés. On les a malmenés, Monsieur le Président. Déportation ou transfert forcé de population, je ne parlerai pas parce que la déportation, c'est d'une région à une autre. Tout s'est fait dans la région de Conakry. Je ne parlerai pas. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique et violation des dispositions fondamentales du droit international. Quels sont les lieux d'emprisonnement qui sont reconnus légalement sur le plan national et international? Ce sont les maisons d'arrêt, les prisons civiles. Et nul ne peut entrer dans une prison s'il n'est pas accompagné d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt. Les camps ne sont pas des lieux de détention. Les CMIS ne sont pas des lieux de détention. Les gendarmeries, c'est pour la garde à vue. La garde à vue, simplement, Monsieur le Président. Les gendarmeries, les commissariats de police, c'est pour la garde à vue. Il ne doit pas y avoir de violons où on doit détenir les gens. Mais des gens ont été détenus des jours entiers, des semaines, dans les locaux de l'antidrogue et dans les locaux du colonel Pivi et au Kankundara. Donc, ce 5e point a été réalisé par les criminels, Monsieur le Président. Torture, le fait d'infliger une souffrance aiguë, physique ou morale à une personne qui se trouve sous son contrôle. Oui, tous ceux-là qui avaient été transférés dans les camps ou à la CMIS étaient sous le contrôle des responsables de ces camps. Ceux qui étaient à l'antidrogue étaient sous le contrôle et la responsabilité du colonel Moussa Kiebro Kamara et de tous ses éléments. Ceux qui étaient dans les locaux du colonel Pivi étaient sous sa responsabilité et sous son contrôle. La même chose au Kankundara, Monsieur le Président. Donc, ceux qui ont reçu des souffrances physiques ou morales à travers les tortures, le fait de les priver à manger, à boire, à prendre leurs médicaments, le fait de les séquestrer seulement, de les empêcher de sortir pour se rendre dans leur domicile, c'est de la torture, Monsieur le Président. Donc ce point aussi est réalisé par eux, Monsieur le Président. Viol, esclavage sexuel. Je me limite là, viol, esclavage sexuel.
On n'a pas besoin de le dire. Les images de ces deux télévisions internationales, France 24 et TV5, ont été accablantes, insupportables. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leur domicile à cause de ces viols, qui ont perdu même leurs enfants. Il y a des enfants qui ont rejeté leur mère parce qu'elles ont été violées. Alors qu'aucune femme n'était venue au stade pour être violée. Si les femmes savaient que du viol allait se commettre là-bas, aucune femme ne se serait rendue au stade ce jour. Il y a eu du viol, Monsieur le Président. Il y a eu de l'esclavage sexuel, les femmes qui ont été transportées dans des domiciles privés. Je vais en venir dans les détails. Ce point 7 est réalisé, Monsieur le Président. Le point 8, persécution. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique. Je me limite là, Monsieur le Président, des motifs d'ordre politique. À l'époque, être un leader politique ou un militant, c'était un crime en République de Guinée. Tous ceux qui ont été victimes, ou toutes celles qui ont été victimes, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, c'est pour des motifs politiques, pas ethniques, des motifs politiques. Parce qu'aucun leader politique ne devrait exister en Guinée. Aucune activité politique ne devrait être menée. Il ne devait pas y avoir de militants dans les partis politiques. C'est pour cela que vous avez été persécutés. Monsieur le Président, il y a eu persécution. Disparition forcée de personnes. C'est le fait que des personnes soient arrêtées et détenues par un État et sans que cet État ne révèle leur lieu de détention. Leur détention d'abord, les lieux et conditions de leur détention, dans le but de les soustraire de la protection de la loi. Aucun accusé ici n'a reconnu qu'au camp Alpha, certains manifestants avaient été détenus là-bas. Aucun. Monsieur le Président. C'est comme ça. On conteste l'arrestation et la détention. On ne révèle pas le lieu où les gens sont détenus. On ne révèle pas les conditions dans lesquelles les gens sont détenus. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu disparition, forcée des gens. Crime d'apartheid, je ne parlerai pas de ça, parce que ça n'a pas eu lieu. Autre acte cruel, inhumain ou dégradant, de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Monsieur le Président, lors du passage des victimes ici, il y a une victime qui avait été transportée parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout